Son réveil fut épouvantable. Le corps allongé et nu sur une surface dure et froide, les membres écartés, ceinturés de part et d'autre, des sueurs froides parcourant ses parties les plus vulnérables et un mal de crâne. À peine eut-il ouvert les yeux que son premier réflexe fut de soulever légèrement son visage de la table sur laquelle il était attaché. Car très vite, il prit conscience des ecchymoses qui lui parcouraient le visage et dont le poids de sa tête écrasait contre le bois presque humide de sa transpiration. Alors que la vue lui revenait peu à peu, deux silhouettes apparurent dans le flou de son champ de vision. La première ne fit que passer sans un bruit. Le second resta immobile, tourné vers lui. Après la sensation sur son corps, ce fut l'ouïe, puis l'odorat qui revint. Un silence perturbé que par de rares sons de vêtements, des reniflements soudains, des soupirs, du bois qui craque. Une pièce sombre aux lumières dansantes et à l'odeur des plantes et de la terre humide. Aucune lumière naturelle dans cette pièce close, mais sa vision s'améliora de seconde en seconde et il fut maintenant capable d'observer quelques fenêtres donnant sur une obscurité terrifiante. Dehors, il faisait nuit. À son tour, il toussa bruyamment et plusieurs fois contre la table, tirant sur ses chaînes qui lui entravaient cheville et mains avant de s'allonger complètement, épuisé par cet effort soudain, malgré la douleur au visage. C'est alors que son regard se posa de nouveau sur la silhouette immobile en face de lui. Les bras croisés, le regard méprisant et ses habits de paysan, il le reconnut. « Péric ? Péric, c'est toi ?» appela le captif d'une voix incertaine. « Péric, qu'est-ce que je fiche ici ? Libère-moi, libère-moi !» ordonna-t-il en tirant sur ses liens. « Ferme-la, sale traître. Tu vas bientôt répondre de tes actes, » répondit l'intéressé d'un ton méprisant. « De quel traître tu parles ? Libère-moi, salaud ! Qui est ici ? Montrez-vous, couard !» ordonna-t-il de nouveau. Le captif sentait bien que d'autres individus se trouvaient dans la pièce avec lui, mais aucun ne se montra. Tous semblaient attendre, comme Péric. « Pourquoi vous m'avez attaché ? Bande de gueux, répondez-moi ! Péric, qu'est-ce que vous foutez ? Par Dieu !»« N'invoque pas ce nom ici, rat blanc, tu le sais bien, » dit-il avec un sourire en coin. À ces mots, l'homme attaché se mit à réfléchir à toute vitesse, scrutant les moindres détails de la pièce, car ce n'était pas une des maisons du village dans laquelle il était retenu. Une table centrale de travail, des bocaux, dont le contenant restait trouble sur les murs, des plantes au plafond, des bougies disposées négligemment dans les cavités et autres espaces disponibles. Il était déjà venu ici, mais ne se souvenait pas précisément ce que c'était. Il tenta de se relever sur ses avant-bras, tirant sur les chaînes. Ses ravisseurs ne firent rien pour l'en empêcher. D'un tour de tête, il aperçut Pierre, Aloïs et encore Lothaire, 3 paysans qui travaillent la terre comme lui. Aucun ne se montra particulièrement amical, mais l'un d'eux afficha une crainte non dissimulée à se trouver ici, ce qui lui fit redouter un peu plus la réponse qu'il trouverait en cherchant. Un éclair le traversa alors et il entreprit de se tourner totalement, tirant un peu plus sur ses liens. Son regard voulut se porter derrière lui, au côté opposé de la table. C'est là qu'il le vit. À l'autre bout de la pièce se trouvait une table cernée par les bougies, un autel lugubre sur lequel étaient gravées des formes géométriques inquiétantes. En son centre, un crâne animal et un couteau à la lame irrégulière et à l'aspect presque grotesque étaient plantés dans le bois du meuble. Sachant désormais où il se trouvait, Rablan revint à sa position de départ et tira de toutes ses forces sur ses entraves. « Non, non, lâchez-moi, je n'ai rien fait, lâchez-moi !» hurla-t-il dans un boucan de tous les diables. Alors qu'il continuait de hurler, les larmes aux yeux, un bruit étrange lui vint à l'oreille, comme un rideau de perles qu'on traverse lorsqu'on passe d'une pièce à l'autre. Il s'arrêta net et vit que le regard de Péric changea, redressant même sa posture, voulant donner bonne figure au nouveau venu. « Allons, allons, pourquoi autant de bruit dans ma maison ?» fit une voix d'une douceur et d'un calme presque hypnotisant. Des doigts effleurèrent la table de façon succincte, de sorte à attirer le regard de Rablan dans sa direction, avant de poser une main délicate et blanche sur le visage sale de Péric sous le charme. Le captif se tourna vers la femme qui venait d'entrer chez elle
et qui craignait autant qu'il la désirait, Héra. Habillée d'une légère robe noire inadaptée pour la saison automnale et d'une longue cape de voyage, Héra était d'une beauté inespérée, à la taille fine mais plantureuse, ce que sa robe laissait parfaitement entrevoir. Sur sa peau, d'une blancheur immaculée, reposaient de longues mèches brunes tombant en abondance de son crâne. Son visage orné des lèvres pulpeuses et ses yeux étaient d'un gris clair si captivant qu'il faisait tomber bien des hommes dans un gouffre invisible. Dos à lui, la main toujours sur le visage de Péric, qui ne pouvait que se languir d'elle et de ses yeux, elle s'adressa de nouveau à son invité. « Rat blanc, ne suis-je pas généreuse ?» demanda-t-elle. Effrayé, le captif se mit à trembler légèrement avant de répondre. « Si, bien sûr, vous êtes généreuse d'Améra, vous l'avez toujours été, dès le commencement, » répondit-il comme un chiot craintif de son maître. Assurée de la loyauté de Péric, elle se tourna enfin vers lui et le laissa la contempler un peu plus. Elle afficha une moue presque triste à son tour. « C'est bien dommage. Moi qui pensais avoir affaire à des hommes valeureux et justes, me voici servi par des moins que rien, des ingrats. » Péric sortit de sa posture immédiatement et lança. « Madame, nous le sommes. Je peux le jurer sur ma vie et la tête de mes enfants. Si un ingrat se trouve dans cette pièce, c'est celui avec le cul nu. Dès que nous l'avons su, nous vous l'avons apporté, séance tenante, se défendit-il. » On entendit des signes d'approbation chez les autres paysans. Tandis qu'ils attendaient une réponse d'Héra, cette dernière continua de traverser la pièce, effleurant la table du bout de ses doigts. « Je le sais, mes amours. Je ne parlais évidemment pas de vous, soyez-en rassurés, » dit-elle en regardant chacun de ses serviteurs droit dans les yeux. « Mais il semblerait que je me sois trompée sur l'un des vôtres pourtant. » D'un pas gracieux, elle se dirigea vers l'autel et prit délicatement le couteau sacrificiel dans la paume de sa main. De l'autre, elle caressa tendrement la lame, comme si elle avait été un chat ronronnant. « D'Améra, qu'ai-je fait ?» ne put s'empêcher de demander Rat blanc avec terreur. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être dépouillé et battu de la sorte ? Je vous ai toujours servi. »« Tais-toi, sale traître !» ordonna Péric d'un coup de pied dans la table. « Tu parleras quand on te le demandera. » Ce dernier faillit cracher par terre, mais se retint en voyant Héra se retourner. Le regard enjôleur de la femme traversa de nouveau la pièce et se posa dans celui du captif. « Malgré tout ce que j'ai apporté à votre village misérable, les récoltes, les vœux exaucés, les plaisirs, tu m'as trahi, Rat blanc. » Alors qu'elle terminait sa phrase, son pas s'accéléra et d'un geste vif, elle trancha sa jambe gauche au niveau de l'ischio. « Ah !» hurla de douleur Rat blanc, la jambe tremblante. C'était une coupure nette, profonde, dont un sang épais et chaud coulait déjà en abondance sur la table. Une plaie longue de plus de 20 cm et qui s'étira encore lorsqu'Héra posa les mains de part et d'autre pour en écarter les bords. Pour le captif, cela lui fit l'effet d'une brûlure insoutenable, mélangée à des vagues glaciales qui traversaient les rebords de la plaie. Les mains maculées de sang, la dangereuse sorcière prit le temps de lécher un de ses doigts langoureusement avant de tourner le dos à cet homme blessé qui tentait, tant bien que mal, de contenir la douleur éprouvée. Des larmes coulaient de ses yeux et il serrait les dents. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, madame ? Pitié, répondez-moi. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je ne vous ai jamais trahi. Que quelqu'un parle !» La sorcière ne l'écoutait pas. Elle se dirigea vers l'une de ses étagères et saisit un pot en particulier. « Oh, quelle vilaine plaie !» soupira-t-elle. « Il serait dommage de la voir s'infecter, tu ne penses pas ? » « Quoi ? Quoi ?» s'inquiéta Rat blanc encore davantage. « Laisse-moi regarder, mon pauvre. » Sur ces mots, elle ouvrit le pot de verre et plongea une main dedans, avant d'en sortir une pleine poignée de terre grouillante de vers et d'autres insectes. Rat blanc tenta de voir ce que la sorcière était sur le point de faire, mais Péric lui attrapa sa tignasse et le força à le regarder dans les yeux. « T'avais pas qu'à parler, sale traître !» Au même moment, Héra ouvrit un peu plus la plaie de son invité et appliqua la terre corrompue et sa faune nécrophage à même la chair. Il sentit cette atroce sensation, mais était bien trop occupé par ce que venait d'annoncer Péric. « Parler ? Mais parler à qui ? Tu le sais très bien, le petit groupe d'étrangers. Des inquisiteurs, j'en suis sûr. Tu es allé les voir l'autre jour. Ils sont partis depuis, mais tu es bien allé les voir dans leur camp. C'est Aloïs qui t'a suivi. » Alors que les deux hommes s'entretenaient,
Hera poussa le vis un peu plus loin et entreprit de suturer la plaie, fermant ainsi la lumière sur les chairs et les nouveaux convives. Mais Rablan déclara « Maudit menteur, tu ne dis même pas la vérité. Je devais leur livrer du pain. Mais tu penses que je leur ai parlé ? C'est bien tout le contraire. À peine je suis arrivé qu'ils m'ont bâillonné et frappé. Ensuite, ils m'ont tenu une journée entière enfermé. À aucun moment ils ne m'ont adressé la parole. Aucun, je le jure, Daméra. » L'intéressé tendit l'oreille et cessa son œuvre nauséabonde. « Que dis-tu ? Demanda-t-elle. « Ces inquisiteurs ne m'ont jamais adressé la parole. Ils n'ont fait que me tenir captif, comme vous le faites en ce moment. »« Péric !» appela Hera d'un ton agressif, bien loin de sa première démonstration. « Quand est-ce que vous l'avez kidnappé ensuite ?» Le paysan bégaya un instant, ne comprenant pas l'objet de cette requête. « Eh bien, lorsqu'il sortit du campement. On ne voulait pas attendre qu'il s'enfuit après être rentré chez lui. » Hera sembla réfléchir à toute allure. Ses yeux semblaient même lire un livre invisible. Et lorsqu'elle leva son regard sur la fenêtre, elle pesta. « Imbécile !» Avant même que le carreau enflammé n'explosât la vitre, elle se saisit de Pierre d'une seule main et le plaça devant le projectile. Le paysan se fit transpercer au ventre et ses jambes le lâchèrent immédiatement. D'un geste méprisant, elle le jeta au sol et alors que 2 autres projectiles traversèrent la fenêtre, la sorcière se transforma en un nuage de fumée noire et vola jusqu'à la porte du fond. De l'autre côté, la porte d'entrée vola en éclats et une paire de bottes fit grand bruit dans la pièce. La scène alla si vite que Rablan n'eut pas le temps de retourner la tête. Il devina Aloïs égorgé, puis Lothaire éventré, son corps jeté sur le recoin d'une table. Péric, le visage livide, trouva un peu de courage et se jeta contre l'adversaire. « Pour madame !» cria-t-il. Rablan ne vit que sa silhouette projetée sur le mur, stoppée net par une épée courte à la gorge, qui fit le trajet jusqu'à son thorax dans un bruit de craquement à vomir. Le captif était dans un état de panique proche de l'arrêt cardiaque, sa jambe blessée, tremblotant de plus belle. Alors que la paire de bottes s'approcha à sa hauteur, il trouva lui aussi le courage de tourner la tête et de faire face à cette menace qui avait tué 3 hommes et mis en fuite une sorcière. Son regard se posa sur un homme à la carrure forte, négligemment vêtu de braies en cuir, d'une chemise ample jaunie et déchirée dont les trous laissaient entrevoir une épaisse côte de mailles. Son épaule et bras droits étaient intégralement recouverts d'une armure d'acier trempé et son gant métallique tenait fermement une épée courte, pleine de sang. Sur son torse était accrochée une protection de cuir sommaire et un gorgerin d'acier protégeait son cou. Mais le plus terrifiant était à venir. De l'assaillant, on ne pouvait voir aucune partie de son visage, la tête étant recouverte d'un masque de métal intégral, entièrement gravé de motifs étranges. Seulement 3 cavités sur ce masque lugubre, 2 aux yeux et 1 pour la bouche. Rablan, avec effroi, reconnut ce masque au dernier moment. Lorsqu'il était enfermé dans ce campement, à travers le trou d'une tente, il le vit succinctement, avant qu'un des hommes ne le rangeât. « Vous êtes là ?» Sa phrase s'arrêta net quand l'assaillant planta une solide dague dans son crâne et en tourna la lame pour la libérer de l'os et la sortit dans une fontaine de sang. Certain d'être seul, il se saisit d'une large gourde qu'il portait sur lui et en aspergea la table. L'odeur d'alcool à brûler se répandit immédiatement dans cette chaumière maudite. Lorsqu'il eut terminé, il jeta la gourde et plaça son épée au-dessus de la flaque. Son pouce ganté vint se placer sur une baguette noire incrustée dans la lame et d'un coup sec pressa son pouce. Le geste eut pour effet de provoquer une gerbe d'étincelles qui tomba sur la flaque et l'ensemble prit feu immédiatement. Sans se retourner, il quitta la pièce par la porte de derrière. Posté à quelques mètres de là, un tireur sur une butte, lui aussi masqué, avait eu le temps de voir la porte arrière exploser et une forme spectrale en sortir à toute allure. Son tir avait été précis, sans hésitation. Alors que la forme s'enfuyait dans la forêt, son trait vola et disparut dans le sillon de la sorcière. Le tir avait fait mouche. La traque pouvait commencer. Hera n'avait pas vu le dernier trait dans le noir. Par chance, il s'était logé à l'arrière de son épaule et pouvait encore se mouvoir sous cette forme, mais pas pour longtemps. De toute façon, il lui fallait vaincre ou blesser mortellement, car elle en avait encore la force. Démarrer un combat après plusieurs heures de traque aurait été suicidaire, et elle savait très bien qu'il ne renoncerait pas. Depuis plusieurs mois, son coven s'était peu à peu réduit. Les autres sorcières étaient traquées puis abattues sans sommation.
Ce n'était pas l'œuvre des carrioles inquisitrices qui sillonnaient la région de temps à autre. Ces inquisiteurs étaient trop corruptibles, trop imbéciles et trop faibles psychiquement pour faire plier sa congrégation. C'était une force bien différente à l'œuvre. Elles avaient affaire à un groupe déterminé, expert dans la traque et redoutable. C'était décidé. Elle utilisa son avance considérable pour mettre en place une contre-attaque. Sous sa forme spectrale, elle repéra un rocher plat contre un grand arbre sans feuilles et s'y installa. D'un geste sec, elle arracha le devant de sa robe, dévoilant ses seins et son ventre ferme aux rayons de la pleine lune. Avec une grande précision, elle se saisit de son couteau sacrificiel et planta légèrement le bout de la lame contre la peau de son ventre. Sans sourciller, elle y dessina un pentacle sanglant tout en récitant une incantation terrible. Alors même qu'elle sembla terminer son œuvre, elle écarta ses jambes nues sur la roche. « Viens à moi !» ordonna-t-elle. Sans attendre, son ventre tailladé se mit à grossir de plus en plus, et sur la pierre, une eau abondante coula depuis son entrejambe. L'archer avait couru sans s'arrêter depuis son dernier tir. Il avait laissé son arc au profit d'une petite arbalète de secours déjà armée. À sa ceinture, une épée courte était accrochée. Contrairement à son homologue qui avait fait irruption dans la chaumière, il ne portait qu'une cotte de maille au torse, un plastron, des brassards et des gants en cuir souple, une tenue parfaite pour se déplacer rapidement. D'un œil avisé, il repérait sans mal les quelques traces de sang sur le sol des feuilles mortes dans la nuit, là où même un bon chasseur aurait dû prendre son temps. Car la traque était dans ses gènes, surtout celle des sorcières. Lui et son compagnon avaient déjà éradiqué 3 autres sorcières dans la région, chacune ne pouvant s'empêcher d'indiquer où se trouvait la prochaine sous la torture. Ensuite, il leur suffisait de se rendre dans le village ou le hameau en question, d'éveiller les soupçons en gardant un des habitants longtemps dans leur campement, puis de le laisser rentrer avec des bleus et des contusions. Beaucoup craindraient alors qu'il ait parlé et iraient prévenir la sorcière du coin. Il suffisait de les suivre pour la trouver rapidement. Soudain, l'archer s'arrêta. Il eut un frisson, un sentiment très désagréable qui lui parcourut l'entièreté du corps. Il pivota rapidement sur lui-même pour établir la situation. Il se trouvait au milieu de la forêt, pour l'instant seul, car son compagnon était plus lourd et avait été retardé dans la maison. Chacun de ses pas faisait craquer le matelas de feuilles mortes au sol, et les arbres aux branches nues se voulaient menaçants une fois transpercés de la lumière de la lune. Reprenant son calme, il reprit sa course, l'arbalète prête à cracher. Une poignée de minutes lui suffirent pour atteindre sa destination. Le matelas de feuilles n'était plus seulement tacheté de sang, il avait été foulé. La forme spectrale avait pris fin, et la sorcière avait posé pied à terre. En face de lui se trouvait un arbre et un large rocher sur lequel sa proie l'attendait. Hera semblait épuisée, son corps blanc en sueur, elle respirait profondément comme après un effort éprouvant. La sorcière paraissait encore plus blanche que dans sa chaumière. Elle s'était drapé le ventre de sa cape, mais avait laissé sa poitrine généreuse à la vue de l'inquisiteur. Une rigole de sang coulait sur son corps depuis son épaule droite. La flèche avait traversé la chair. C'est ainsi qu'elle s'adressa à son adversaire. « Viens, viens, tu as mérité ta proie, chasseur, » dit-elle essoufflée. « Je suis toute à toi. » L'archer n'hésita pas une seule seconde et tira son carreau dans l'autre épaule, ce qui immobiliserait définitivement la sorcière. « Ah ! Sois maudit chien !» hurla-t-elle de douleur. À peine baissa-t-il son arme qu'un bruit attira son attention au-dessus de sa tête. Sur les larges et longues branches de l'arbre, une masse obscure se jeta sur lui. Le choc fut très violent et projeta l'inquisiteur au sol. Son arbalète vola de ses mains. À peine eut-il le temps de se relever qu'une gueule pleine de canines tenta de se refermer sur sa tête. Heureusement, son masque intégral d'acier le protégeait, laissant les crocs racler contre la paroi. L'archer l'utilisa à son avantage et envoya un coup de tête à la créature comme un bouquetin. L'effet fut suffisant pour lui permettre de se relever partiellement et de porter la main à sa garde. Mais la créature se jeta de nouveau sur lui, pour le faire basculer sur le dos. Par pur réflexe, l'inquisiteur avait mis son avant-bras en protection et déjà son brassard de cuir était labouré. Un court instant, il put enfin voir son adversaire au clair de lune. Un chien des enfers à la peau brûlée, décharné, sans yeux, avec une gueule anormalement remplie de canines tranchantes et une langue de serpent fouettant la prise qu'elle tenait. Alors que cette abomination entamait partiellement les chairs de son bras,
il attrapa un carreau d'arbalète depuis son carquois sanglé à la jambe et le planta à plusieurs reprises dans le ventre de la bête. Cela n'eut que peu d'effet, ajoutant plus de rage à l'animal dont le sang commençait à couler de sa gueule. Bien que la douleur devenait insoutenable pour l'inquisiteur, il parvint à ramener le carreau jusqu'à la tête du monstre et le lui planter là où aurait dû se trouver un œil. Il mit tellement de force que le trait resta planté et le chien des enfers finit par lâcher dans un aboiement rauque. Ce fut assez pour qu'il se releva, l'avant-bras en charpie, inutilisable. De sa main valide, il jeta le carreau et tira son épée au clair. « Tue-le » ordonna Hera, toujours allongée sur son rocher. Afin d'aider la bête, elle pointa la paume de sa main vers l'inquisiteur, marmonna une phrase et jeta son sort. Le tapis de feuilles vola comme si une vague invisible traversait l'espace entre les deux. L'inquisiteur, trop occupé par la bête, ne prêta pas attention à cette vague d'énergie qui le projeta violemment au sol à nouveau. La bête en profita pour viser la nuque, mais l'archer releva la tête en urgence, provoquant le même effet qu'au premier assaut. Il pivota et envoya sa botte en pleine face du canidé infernal. À bout de solution, il se jeta ensuite avec son épée pointée vers la gueule du monstre. Mais ce dernier esquiva, lui laissant toutefois une belle estafilade sur les côtes. La bête aboya de plus belle et se saisit de son mollet. La douleur fut immédiate pour l'inquisiteur qui sentit sa chair s'envoler en une fraction de seconde sous le rire démoniaque de la sorcière. Mais un trait traversa de nouveau la tête du monstre, le forçant à lâcher prise et à faire face. Le premier inquisiteur venait d'arriver et jeta sa petite arbalète, puis se mit en garde. Le démon accourut et se jeta sur le nouvel arrivant, avec une haine bestiale. Mais l'inquisiteur, mieux équipé avec son armure, envoya un coup de poing d'une rare violence sur l'animal dans les airs. Quelques crocs volèrent en éclats, et le chien retomba sur le dos, sonné. D'un pas vif, l'inquisiteur se jeta sur son assaillant et l'attrapa à la gorge de sa main protégée. Avant même que l'animal ne commençât à se débattre, il avait saisi une autre gourde à sa ceinture et en déversa le contenant dans sa gueule. Puis, d'un geste assuré, il dégaina son épée courte et l'appliqua contre les crocs du chien. Par pur réflexe, ce dernier referma la gueule pensant blesser son adversaire. C'est alors que l'inquisiteur tira d'un coup sec l'épée de sa gueule, frottant ainsi la baguette noire contre les crocs, provoquant des étincelles suffisantes pour embraser sa tête. La bête poussa des hurlements à s'en glacer le sang, se débattant en vain de toutes ses forces. L'inquisiteur recula son buste pour ne pas brûler avec et planta son épée enflammée dans le corps du monstre. Quelques secondes suffirent pour que la vie le quitte. « Ah !» hurla la sorcière de rage. « Je vous maudis ! Crevez en enfer, esclave du Christ, crevez !» À mesure qu'elle vociférait à l'encontre des inquisiteurs, sa peau si blanche, si ferme, commença à se détendre. La teinte se grisa légèrement, des rides apparurent à chaque insulte lancée. La poitrine, le visage, les mains balayant l'air de haine, Hera semblait prendre de l'âge à toute vitesse. « Silence, pécheresse !» lui ordonna l'inquisiteur blessé qui se traînait dans sa direction. « Tu montres enfin ton vrai visage ! Montre-moi le tien, que je sache qui va m'ôter la vie. Pour que tu me jettes un sort, c'est mal nous connaître. » Hera, loin de toutes les distinctions dont elle avait fait preuve depuis cette nuit, se racla la gorge profondément avant de cracher dans sa direction, ce qu'il esquiva sans mal. Lui-même sortit de sa poche un objet qu'il pointa dans sa direction, un crucifix. « Aujourd'hui tu rends compte à Dieu, vil hérétique !» Alors que la sorcière se mit à vociférer de nouveau, l'inquisiteur en armure approcha doucement, observant la scène de quelques mètres. Son homologue fit l'effort de se relever l'épée en main, puis se rapprocha de sa proie à cloche-pied. C'était la 4e sorcière qu'il trouvait depuis son affectation sur cette terre. Demain, il lui faudrait ramener son compagnon jusqu'au quartier général, car il ne serait plus en état de le suivre. Ce qui l'inquiétait franchement, car les autres hérétiques auraient vent de l'hécatombe qui se profilait dans leurs rangs. Certaines s'organiseraient en groupe, ce qui serait plus difficile. D'autres décideraient de fuir, ce qui serait plus long. Pendant qu'il cogitait, l'autre inquisiteur arriva jusqu'à la sorcière, toujours en pointant son crucifix vers elle. « Parle !» ordonna-t-il. « Où se trouve le couvent ? Dis-nous, sorcière !» Hera était méconnaissable. La belle et sulfureuse femme n'était plus qu'une vieillarde immonde à la voix cassée. Elle n'avait plus la force de maintenir ses maléfices et ses illusions, mais à cette distance de son chasseur, elle se mit à rire. Un rire machiavélique qui sortit l'inquisiteur plus loin
de ses pensées. « Si tu le veux, chien, il faudra regarder entre mes cuisses !» se mit-elle à rire comme une démente. Sur ces mots, elle releva sa cape entre ses jambes, laissant voir une rune de sang qu'elle avait tracée avec son doigt et qu'elle dissimulait depuis le début. D'une courte incantation, la rune rougit en une fraction de seconde et ce fut l'explosion. Il y eut un bruit terrible de projectiles se dispersant dans la forêt et un nuage minéral flottant très succinctement dans l'air. « Non !» cria l'inquisiteur en retrait, qui accourut pour rejoindre son compagnon. Lorsque le nuage retomba, le rocher n'était plus, et de la sorcière, il ne resta que le tronc dans une boue de sang et de terre retournée. Il trouva, 1 mètre plus loin, le corps qu'il cherchait, auquel il manquait la jambe déjà blessée et le bras attaqué. L'inquisiteur s'agenouilla immédiatement et souleva la tête masquée de son compagnon. « Pardon » parvint-il à articuler. Des éclats de pierre étaient entrés dans sa gorge et son casque. Son sang le fuyait. Sans mot dire, le mourant lui donna, avec grande difficulté, son crucifix qu'il tenait encore. Sachant quel était son rôle, l'inquisiteur lui donna l'extrême onction, avant de signer son masque d'une croix. Lorsqu'il eut terminé, il saisit la chaînette dorée cachée dans sa chemise et la tira d'un coup sec pour la ranger. Puis, il reposa solennellement la tête de son compagnon et se signa lui aussi, avant de se relever et de se diriger vers la sorcière. Presque encastrée dans l'arbre, la suppôt de Satan était encore en vie, malgré les morceaux de chair envolés de son visage, et elle se mit à sourire. « Te voilà forcé de battre en retraite !» Hera observa les 2 cavités du masque qui ne laissaient entrevoir les yeux de l'inquisiteur. Ce dernier attrapa alors la dernière gourde qu'il portait et en déversa le contenu sur l'hérétique. Avant d'y mettre le feu de son épée, il lui répondit « Pas cette fois !» D'un coup sec, une pluie d'étincelles tomba sur la sorcière qui fut lavée par les flammes dans un torrent de douleur. Lui avait pris sa décision lorsqu'il tourna les talons. Auguste continuerait la traque seul.